L'actualité reste dominée par deux sujets. D'abord, ce sont les sanctions visant l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Deuxièmement, c'est le débat lié autour de la révision ou du changement de la Constitution, bref, des réformes constitutionnelles. Merci et bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro d'Entre les lignes. En face de nous, Monsieur Gandhi Kassende, jurisconsulte. Oui. Merci beaucoup pour cette disponibilité. Je vous remercie de penser à moi. C'est que je suis de ceux qui comptent pour un certain nombre de médias ici à Kinshasa. En m'approchant de ces médias, en faisant des émissions, débats ou ce genre d'émissions sous forme d'interviews, j'apprends aussi beaucoup de choses. Merci beaucoup de votre temps, votre disponibilité. Alors, dites-nous, commençons par les sujets sur les sanctions contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer, selon vous, de ces sanctions visant l'ancien président? Les leçons qu'on peut tirer, on a vu avec Mobutu, aujourd'hui on le voit, Mobutu c'était la nature qui a fait qu'il ait tout perdu, le pouvoir, l'influence, les moyens financiers. Mais avec Kabila, je pense que ça va aller beaucoup plus loin. Kabila avait encore espoir de pouvoir continuer à saigner la République, même n'étant pas au pouvoir. Il pensait qu'il pouvait continuer à influencer la politique congolaise, voire même africaine, au niveau des pays de la SADC. Aujourd'hui, une des leçons qu'on peut tirer pour dire que, quelle que soit la puissance que tu peux avoir dans cette nature, quelle que soit la puissance des millions que tu peux avoir, ou des milliards, puisque lui, il a des milliards, à un moment donné, une structure autre que la structure de ton pays, voire même la structure de ton pays peut t'arrêter, arrêter tout court, tout ce que tu peux avoir comme influence financière, politique, etc. Donc la leçon, c'est aussi pour dire que ceux qui sont au pouvoir, qu'ils soient ministres, président de la République ou patron d'une entreprise d'État, ou qui se dit tout puissant, s'il est correct dans sa gestion de la vie quotidienne de l'État, de son État, de notre État, les choses peuvent aller très bien. Même après le pouvoir, les populations peuvent toujours bien accueillir ces gens-là. Mais ceux qui auront eu à avoir un comportement contraire au respect des biens publics, ils finissent toujours par payer d'une manière ou d'une autre. Monsieur Hervé Diakessé, qui est dans Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi, parle d'une décision qui rappelle le colonialisme et l'impérialisme. C'est un peu en quelque sorte, pour lui, le colonialisme. Les Américains font donc, ils prennent ce genre de décisions justement dans la perspective où c'est une forme de colonialisme et d'impérialisme qui se dessine, qui est en train de se configurer à nouveau. Est-ce que l'atteinte de la souveraineté de la nation a-t-elle été atteinte, permettez-moi l'expression, est-ce qu'il y a eu atteinte de la souveraineté de la RDC grâce à cette décision, à travers cette décision? Moi, je regrette qu'il y ait des politiques à leur niveau qui analysent les choses comme telles. Mais il y a un problème. Ils devraient, même s'ils n'avaient pas fait des études de relations internationales ni de droit international, ils doivent savoir que certains comportements, du moins le comportement, on ne peut pas appeler ça autrement, de certains individus ou même des hommes politiques, ça peut rester impuni puisque la loi, le droit international a traité de ce genre de questions qui donne ce qu'on appelle la compétence universelle à certains États qui peuvent arrêter un individu qui n'est pas de leur ressort, de leur pays, mais puisqu'ils ont enfreint la loi sur le plan international. Ce que Kabila fait ou a fait du point de vue du fait qu'il y ait des exactions au niveau de l'Est, financées ou partiellement ou totalement par lui, en connivence avec le président rwandais Kagame, ça peut être, on peut te poursuivre
dans le sens du droit international et de la compétence universelle. Comment est-ce qu'on arrête quelques individus qui ne sont pas des Français, qui sont rwandais, on les arrête quelques années plus tard après les problèmes qui s'est posé au niveau du Rwanda. On les arrête, on les condamne. C'est du point de vue de cette compétence universelle. Donc automatiquement, ça a favorisé, ça a facilité à ce qu'ils puissent exercer leur pression auprès des Kabila. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens pensaient que ces gens-là oublient. Il y a eu même des sorties, des dossiers importants au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu même la presse internationale qui s'est intéressée au dossier Congo, au détournement de fonds. Et, il y a quelques années, les gens pensaient que la communauté internationale avait tout oublié. Aujourd'hui, comme on dit en français, l'occasion fait le larron. Il y a une occasion, une opportunité. Et c'est à ce titre que les Américains, comme ils dominent le monde, qu'on le veuille ou non, sur le plan militaire, ils dominent le monde sur le plan économique et sur le plan financier. Le dollar, oui. Mais justement, je voudrais un peu revenir sur les sanctions, parce que les sanctions sont des sanctions d'ordre économique. Oui. Kabila est connu comme étant un chef d'État qui a fait longtemps au pouvoir, donc il a suffisamment assez de fonds qu'il a certainement mis en banque. J'ai suivi un des analystes des questions d'actualité. J'ai reçu même un autre, M. Eugène Kandolo, qui a dit que M. Kabila ne pourra même pas bénéficier de l'usage du code SWIFT des banques. C'est-à-dire, aucune banque ne peut le servir actuellement. Tout ce qui est dans les banques, que ce soit en Chine, quel que soit le pays, tout ce qui se trouve dans les banques, Kabila ne peut plus avoir accès à cela. Est-ce que cela est vrai? Mais oui, on sait que, c'est ce que je voulais dire, le dollar dirige ce monde. C'est la monnaie de référence. Le 2/3 du commerce est fait à partir de dollars. La gestion de plusieurs pays dans leurs relations avec l'extérieur, c'est en dollars. C'est la monnaie refuge. En dehors du dollar, il n'y a que l'or. Mais pour le moment, de manière pratique, c'est le dollar qui sert de monnaie d'échange dans le commerce international. Et puis les Américains dirigent, contrôlent le système SWIFT au niveau des relations entre banques individuelles. Les Américains dirigent tout ça. Ils sont au courant de toutes les transactions qui se passent au niveau international. Ils peuvent à tout moment bloquer un compte d'un individu, d'une société, facilement, sans possibilité de recours. Puisque quand ils y vont, c'est qu'ils sont sûrs. Ils n'y vont pas comme ça au hasard, en attendant, oui, dire que tel a détourné, tel a... Non, ils attendent. Ils réunissent les éléments jusqu'à ce que leurs services prennent des décisions, notamment les trésors, comme c'est le cas avec Kabila. Kabila est anéanti puisque ils vont plus loin, même pour connaître les entreprises où il a même 10%. Mais dans la plupart des entreprises, notamment ici au Congo, il a en moyenne 30 à 40%. On fait comment si dans ces banques sont enregistrées à des noms qui n'est pas son nom? Comment vous allez bloquer ça? Ils ont des services d'espionnage. Ils ont des services de sécurité. C'est pas la gnognotte comme on trouve en Afrique. Ils ont des services de sécurité qui rentrent partout. Tout ça, c'est pas seulement pour contrôler l'argent des autres, mais c'est aussi pour leur sécurité. Ils veulent connaître tout ce qui peut exister comme transaction, puisque s'ils ne contrôlent pas, demain, ça peut aller contre eux. Vous avez vu dernièrement comment ils ont attaqué l'Iran. Ils connaissaient tout. Ils connaissaient tout, alors que l'Iran est dans une situation supérieure par rapport au Congo sur le plan de sa souveraineté. Notre souveraineté est très limitée. Eux aussi, ils ont prouvé une fois de plus aussi que les Américains pouvaient avoir une souveraineté. S'ils veulent entrer dans votre système politique et autres, ils savent comment rentrer. Donc, Kabila, comme c'est fait là, Kabila est complètement désemparé. La preuve en est que il dit qu'il ne va pas se laisser faire, il va tenter, faire des démarches pour poursuivre les Américains par rapport à leur décision. Et il va aller dans quel tribunal où les Américains n'ont pas d'influence? Quelle que soit la structure au niveau international, les Américains sont influents.
ils ont des relais. Ce sera difficile pour lui. Kabila est déshabillé totalement. Il se retrouve dans une situation où il devient un acteur secondaire au niveau du pays ici. Mais on a suivi, ses proches. Oui. Certains de ses proches, je ne vais pas citer les noms ici, dire qu'à l'époque de quand Kabila était au pouvoir, beaucoup de ces dignitaires étaient frappés de sanctions par les Américains, Oui. que ces sanctions n'ont pas eu vraiment d'impact dans leur quotidien. Il a cité les Lambert Mendé, les Évariste Bochab, certains généraux de l'armée. Il a cité aussi l'ancien AG de l'ANER, administrateur général de l'ANER, M. Kalev. Pour lui, toutes ces sanctions n'auront d'impact que si vous avez de l'argent ou des fonds aux États-Unis. Non, je vous ai parlé du système SWIFT. C'est un système où, quel que soit là où tu as l'argent, la plupart de ces gens-là, on le croit intelligent. Ils mettent leur argent en dollars, puisqu'ils ont, c'est une valeur sûre. Qu'ils mettent leur argent en Chine ou ailleurs, ils les mettent en dollars. Avec le système SWIFT, les Américains peuvent suivre partout où il y a les dollars. Toutes les transactions qui se font en dollars, les Américains sont au courant. Par exemple, Ledia fait toutes ces transactions, notamment dans le cas du port, avec les dollars. Il n'est pas seul, il est avec quelqu'un originaire de Moyen-Orient. Mais tous, ils ont sorti leur dossier, à savoir le pourcentage que détient Kabila dans leur consortium, Ledia, etc. Tout ça sera gelé d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ils sont sortis de bois, Ledia est sorti de bois pour dire, moi, j'ai tel pourcentage, le reste, c'est Kabila, le reste, c'est quelqu'un de Moyen-Orient, etc. Ils suivent tout. Si vous ne les respectez pas, vous ne sortez pas la vérité, la réalité sur le pourcentage, même dans le compte numéroté qu'il y a en Suisse ou ailleurs, comment est-ce qu'on arrive à savoir tel a tel nombre de millions dans telle banque suisse, dans telle... Pourquoi on laissait pourtant ces numérotés? Ils ont les renseignements, ils ont toutes les informations qu'il faut. Le jour où ils veulent faire du mal, ils le font. D'une manière ou d'une autre, Kabila soutenait des gens ici, de l'opposition. Il a soutenu la rébellion là-bas. Et il soutenait beaucoup de gens, beaucoup des structures. Kabila contrôle notre économie. Kabila a cassé toutes les entreprises congolaises, telles la Gécamine et autres, il les a cassées pour remplacer par des structures qui sont anciennes où il a des actions. Même quand tu regardes des entreprises d'extraction du diamant, il a cassé l'entreprise qui... Miba pour monter une entreprise à côté de Miba. Miba était cassé à l'époque de Kabila? Mais bien sûr. Kabila fils. Il a complètement anéanti. Ça souffrait déjà, mais lui, il a anéanti complètement Miba, comme la plupart des entreprises congolaises, remplacées par des entreprises chinoises, etc. Il contrôlait l'économie congolaise à plus de 70%. Donc, ça fait que... Il contrôlait. Jusqu'à quand? Il a contrôlé jusqu'à présent. Regardez les supermarchés. Tous les supermarchés du Congo sont à Kabila. Contrôlés. D'ailleurs, parmi les gens qui ont sorti la réalité des avoirs, des richesses de Kabila, quand on a arrêté le patron de HJ, il a sorti un certain nombre d'éléments. Sur la place publique. Sur la place auprès des autorités. Donc non, ça c'est une spéculation. C'est une spéculation, c'est pas une spéculation pour les Américains. On dit qu'ils bloquent tout. Toutes les transactions, ils gèlent tout, les avoirs de... Ça veut dire que Kabila tenait l'économie du Congo entre les mains? Bien sûr. Il peut à tout moment décider de nous asphyxier alors? Complètement, mais c'est fini. Mais est-ce que vous avez des preuves de ce on lui a coupé le souffle, mais qu'il dise pourquoi il veut se battre. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez là? Non, pourquoi? La preuve, c'est lui-même. Quand aujourd'hui, il prend la décision de pouvoir poursuivre les Américains pour l'action qu'ils ont intentée contre lui, notamment le gel de ses avoirs. Parce qu'il trouve que pour lui, tout ce dont on l'accuse, c'est infondé, complètement infondé, ça n'a aucun... Mais pourquoi? Si c'est infondé, il serait tranquille dans son petit coin. Comment expliquer que quelqu'un dit c'est infondé? Il va aller mais c'est tout à fait logique et normal. Comment? Une personne qu'on accuse de
qu'on accuse à tort. Si on vous Non, accuse à tort, vous allez là, croiser on les doigts. l'accuse pas. Non, lui dit qu'on l'accuse à tort. Non. J'ai dit, Non. si on vous accuse à tort, vous allez Comprenons-nous sur les termes. croiser les bras. Comprenons-nous sur les termes. Il y a 2, 3, 4, 5 ans, on l'a accusé pour dire qu'avec la BGFI Bank, il y avait des transactions avec l'argent de l'État, tout ça. Là, c'était l'accusation. On est au stade où ce n'est pas l'accusation, c'est on gêne ses avoirs. On interdit les transactions de Kabila ou de ses entreprises au niveau international. Il est isolé financièrement sur le plan international. Donc, ce n'est plus d'accusation. Parlons d'autres termes. Il est mal dans sa peau. Alors, parmi les accusations portées contre l'ancien président, il est mentionné d'avoir orchestré le retard dans l'organisation de l'élection présidentielle et tentative de prolongation du pouvoir. Est-ce que... à quoi ils font allusion à ça, en disant ça? Non, là, ce n'est pas une accusation. Nous l'avons vécu pour ceux qui étaient ici à Kinshasa ou à l'international. On a vu que son mandat s'arrêtait en 2016. Il a usé de tout son pouvoir pour pouvoir obtenir encore 2 ans. Au niveau de l'organisation des élections, on dit que c'est lui qui a organisé les élections, qui a choisi son remplaçant, tout en gardant le pouvoir. Vous avez vu les relations entre le FCC Cash, comment le président de la République était bloqué. Il prend une décision et le ministre de portefeuille ne veut pas mettre en œuvre la décision du président de la République. Le premier ministre, Ilon Kamba, se bloque. Le président n'a pas de pouvoir. Donc, c'est le FCC qui gérait le pays malgré l'élection du nouveau président de la République, donc en l'occurrence Tshisekedi Tshilombo. Donc, il était dans tout. Il avait des tentacules sur le plan politique, il avait des tentacules sur le plan économique. Et c'est prouvé, c'est démontré. Aujourd'hui, les décisions prises par les Américains, ça l'affaiblit, ça l'anéantit. Comme il ne veut pas ne plus exister, il veut réagir. Il va réagir, c'est trop tard. Maintenant, les jeux sont faits. Maintenant, tant pis pour lui. Sur le plan de la géopolitique, ne pensez pas qu'il n'y a que Kabila. Et il y aura, qu'on le veuille ou non, des réformes en République démocratique du Congo, puisque le pouvoir actuel en République démocratique du Congo subira aussi des pressions. Des pressions dans le sens de pouvoir influencer la gouvernance de notre pays, régler ou régulariser certaines choses, faire en sorte que le fonctionnement change, qu'il y ait une bonne gouvernance, puisque les Américains ne voudront pas venir travailler dans un pays où la corruption... Ils vont venir diriger le pays? Non, ils vont venir, on prend le terme qu'on veut, ils vont venir défendre leurs intérêts. Pas diriger, ils n'ont pas besoin de diriger le pays pour gagner quoi? Mais ils vont venir contrôler la gestion pour ne pas mettre à mal leur gestion pour extraire les minéraux. Ils vont contrôler la gestion d'un pays indépendant et souverain. Indépendant et souverain, il y en a combien qui sont indépendants et souverains? Quand on regarde la force ou les forces que l'Iran a, ils ont même presque l'arme nucléaire. Ils ont une armée solide à tout point de vue. Ils ont des moyens. Regardez comment les Américains sont rentrés chez eux sans demander l'autorisation. Regardez Maduro. Là, c'est une violation du droit international. Ouais. Je vous donne les faits. Ça, c'est clair. Vous n'allez pas appuyer ici. Non, je n'appuie pas. Moi, je vous donne les faits pour dire que la vérité, même en droit international, le droit international, c'est quoi? Le droit est dicté par les organismes ou les organisations internationales. En réalité, le droit international, c'est le droit des puissances. Pourquoi il n'y a pas la République démocratique du Congo dans les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies? Ce sont eux qui gèrent l'international. C'est ceux qui gèrent le droit international, les 5 puissances, ceux-là qui ont le droit de veto. Le droit international, ce n'est pas un droit où tout le monde est égal. Sur le plan de droit, oui. Mais sur le plan de la réalité, les puissances dominent le droit de ce monde. Ils dominent le droit de faire ce qu'ils veulent à tout moment, comme ils veulent. C'est un constat, on peut condamner, mais c'est un constat. Donc le Congo, aujourd'hui,
les Américains viendront faire ce qu'ils veulent au Congo. Ils Non, viendront contrôler, je n'ai pas ils dit viendront ça. imposer leurs lois ici. Je n'ai pas dit ça puisqu'il y a eu des négociations, il y a eu un deal. Un deal, c'est quoi? C'est un accord, si possible, gagnant-gagnant. Qu'est-ce que les Américains gagnent? Ils gagnent le fait de venir, d'exploiter une bonne partie des minéraux stratégiques. Mais ils gagnent. Mais c'est pas leur pays. Non, mais nous vendons. Il ne faut même pas poser le problème comme ça. Nous sommes un État indépendant. Vous vendez les matières premières où? Depuis quand le Congo vend les matières premières sur le marché international? Mais attendez. Dites les choses telles qu'elles existent. Depuis 60, on a vendu combien de tonnes de minéraux? Ne changez pas de débat, s'il vous plaît. Comment? Ne changez pas de débat, restons dans le débat. Non, mais c'est le débat. Oui. On n'a jamais géré nos matières premières. Mais pour le moment, les matières premières, c'était géré par les multinationales. Attendez. Et dernièrement, par le Rwanda. On n'a jamais géré nos matières premières? Non, jamais directement. On passe par les multinationales, les transnationales qui explorent, exploitent et vendent sur le marché international. Mais non, nous donne un pourcentage qui est moins de 20%. Dernièrement, c'est le Rwanda qui exploite les matières premières. Jusqu'au jour où nous parlons aujourd'hui, le Rwanda exploite, extrait, vole nos minéraux et les vend sur le marché international. Demain, ce deal-là fera en sorte qu'il y ait, en échange de donner quelques terres aux Américains d'exploiter ces matières premières, nous, en échange, on a demandé à avoir, 1, la sécurité, 2, que ces matières premières extraites dans notre pays ne partent pas brutes, qu'ils soient transformées sur place, qu'on monte des industries. On aura un gain par le fait, quand on va monter des industries, il y aura création d'emplois. Au-delà de la création d'emplois, le deal fera en sorte qu'on soit tous gagnants. Donc, au lieu de toucher 12% comme on touche aujourd'hui, moins de 20%, qu'on puisse arriver à 30, 40%. Ça fera un plus par rapport à notre économie, par rapport à nos finances. Mais il ne faut pas rejeter pour rejeter au nom de la souveraineté. C'est quoi la différence entre le président Kabila, l'ancien président Kabila, et le président Tshisekedi dans les relations internationales avec les grandes puissances, particulièrement les États-Unis et la Chine? Mais ça ne change pas. C'est quoi la différence? La différence, c'est quoi? La différence d'approche. La différence d'approche, Kabila s'est limité à ce que nous gagnions les 12%. Avant, c'était même 2%. Il a fait un effort, on est arrivé à 12%. Et les codes miniers? Ouais. Voilà. La différence, c'est quoi? Il dépendait des transnationales, des multinationales. Tshisekedi, aujourd'hui, veut dépendre au-delà des multinationales, pas dépendre, mais exercer une partie de sa souveraineté au niveau international, à la fois avec les transnationales, avec des pays comme la Chine, les États-Unis, diversifier son aire de l'influence. C'est-à-dire gagner un peu de chaque côté. Alors que Kabila ne gagnait pas grand-chose. Il s'est limité à gagner au niveau des transnationales et c'était insignifiant. D'accord. Et les pays étaient exploités dans le sens où on prenait nos matières premières brutes. On ne contrôlait rien. Aujourd'hui, on veut mettre en place un système de contrôle d'extraction de nos matières premières. D'autant plus qu'on demande, on recommande à ce que ce soit exploité jusqu'à la finalisation, jusqu'à la transformation de ces matières premières. Donc, il y a un changement de cap et de politique. D'accord. Changement de cap et de politique. Très bien. Mais on va avancer, monsieur Gandhi Kasende, rapidement. Selon un pasteur, monsieur, je vais citer l'évêque Pascal Mukuna, église ACK, oui. L'homme dit que monsieur Kabila, aujourd'hui, on estime sa fortune à 500 milliards de dollars américains. Comment vous réagissez par rapport à cette affirmation? Ce n'est pas impossible. Quand on sait les richesses qu'il y a dans ce pays, j'ai vu même le listing qui parle des richesses que détenaient les uns et les autres dans ce pays. Kabila en tête avec 500 milliards, Yana avec 30 milliards, etc. Moi, je ne peux pas conclure que c'est vrai, mais tout ce qu'on peut savoir, Kabila a plus de 100 milliards de côté. D'où tirez-vous ça? D'où je tire ça? Quand on regarde les enquêtes qui étaient publiées par la presse internationale. Quelles enquêtes? À quelle date précisément? Il y a à peu près 4 ans.
les enquêtes qui sont sorties pour dire comment Kabila exploite l'État congolais, comment un certain nombre de ministres comme Matata ont pu prendre des demi-milliards, moi au-delà de demi-milliards, dans l'argent de l'État. Il y a eu pas mal de documents. Je n'ai pas eu à préparer cette émission, en fait, puisque je ne connaissais pas le thème. Sinon, en préparant, je vous aurais donné des références. On sait que ne serait-ce que la BGFI Bank était un des points de transaction pour Kabila et sa famille et ses proches. Tout passait par la BGFI Bank, qui était gérée en particulier par un membre de sa famille. On sait que dans la BGFI Bank transcendait un certain nombre de sommes provenant des caisses de l'État. Donc, quand on sait qu'on peut gagner des milliards chaque année dans ce pays, non, il y a pas... Ça saute au jeu pour le Congolais aujourd'hui. Même un Congolais lambda, c'est Kabila a gagné des milliards. Mobutu avait gagné dans les 15 milliards, disait-on. Mais Kabila a gagné 100 fois plus. 100 fois plus. Il avait les mains libres, très libres. Il a soutenu la rébellion il y a longtemps, M23, c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il sort au grand jour. Donc, depuis la naissance de M23, c'était toujours lui qui... Oui, il était toujours derrière. Il était toujours derrière. D'accord. Il était avec eux. Il était avec eux. Alors, on a suivi ici à Kinshasa une marche du parti au pouvoir, UDPS. Ils ont marché pour annoncer leur soutien aux sanctions américaines. Comment vous trouvez cette initiative? Ben là, je n'ai même pas commenté une manifestation. C'est une partie de la population ou une partie des partis politiques qui se disent proches du président de la République qui ont manifesté leur contentement, leur admiration auprès des autorités américaines, non seulement d'avoir signé le deal avec la République, en mettant sur le tapis plus de 500 milliards sur 15 ans, sans compter les 200 milliards que le gouvernement américain mettra aussi à son tour sur les tapis. Mais ils ont aussi, par ailleurs, salué les différentes mesures, sanctions prises en l'encontre de Kabila, qui étaient connues depuis au moins un an et demi, en étant un des maîtres des exactions qu'il y a au niveau de l'Est. Demande que les Américains puissent lancer un mandat d'arrêt international. Non, mais là, par contre... C'est une question souveraine. Le Congo peut aussi... Oui, là, par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec eux, puisque c'est une méconnaissance. Le Congo peut lancer un appel auprès d'Interpol pour demander l'arrestation de Kabila. Ça dépend du pays dans lequel il est lié, où il est en ce moment. Il y a des pays pour lesquels on peut négocier une extradition. Il y a des pays qui n'acceptent pas d'extrader les gens qui sont dans leur territoire, ils sont sous sa protection. Mais Kabila n'est pas réfugié, il a pris juste la nationalité swazilandaise. Il a pris la nationalité, oui, oui. Est-ce qu'il sera protégé? Il a pris la nationalité swatini. Oui, swatini, oui. Est-ce qu'il sera protégé? Est-ce que pour des intérêts publics de l'État swati, le Swaziland, on va pouvoir l'extrader? Le pays est en droit. Le droit international permet à chaque pays de demander l'extradition d'un de... Même si il n'était pas de notre pays, on peut toujours demander son extradition en invoquant ce qu'on lui reproche. S'il arrive que dans ce que nous évoquons, il y a des matières prévues en droit international, très bien. Il peut y avoir des tractations et puis voilà. Il y a un pasteur qui a publié cette information pour dire qu'il y a cette recommandation, recommande à l'État d'interdire toute prise de parole publique défendant Kabila. Toutes les personnes qui passent dans les médias pour défendre Joseph Kabila on doit interdire ça dans toute la nation. Vous êtes de même avis ou vous êtes contre? Nous ne sommes pas le Rwanda où il y a la dictature. Nous ne sommes plus à la République dictatoriale de Mobutu ou de Kabila. Nous sommes dans un processus démocratique
où il y a une certaine liberté d'expression. Les gens peuvent s'exprimer du moment que ça ne met pas en mal l'existence de notre État, du moment que ça ne met pas en mal l'ordre public, ben les gens sont libres. On ne peut pas interdire la parole aux gens. Très bien. Mais pour peu qu'ils ne trépassent pas, qu'ils ne mettent pas en danger la République. Mais une personne dont on accuse d'être de mèche avec l'ennemi du Congo, est-ce qu'on devrait laisser son parti fonctionner? Non. Quand un responsable d'un parti politique a pris une démarche qui va à l'encontre de maintenir la paix dans notre pays, je pense qu'il est de bon droit qu'on puisse mettre fin à cette nuisance. L'état de nuire, si ce parti politique ou ces groupes nuit à la stabilisation du pays, on est en droit de suspendre les activités de ces mouvements sans pour autant inquiéter les gens qui ont fait partie ou qui font partie de ce parti. Ben, le parti va s'effilocher avec le temps par le fait d'interdiction de son parti puisqu'ils deviennent des électrons libres. Voilà. Alors, dialogue national inclusif. Kabila est-il toujours le bienvenu? Parce que, à entendre ceux qui demandaient ce dialogue, qui existe ce dialogue, pas de paix sans Kabila, pas de paix sans Nanga. Donc, il faut que tous les fils du Congo soient assis autour d'une table. Est-ce que c'est possible d'avoir ce dialogue sans Kabila? J'ai fait un plateau dernièrement, même pas un mois, à peine un mois, à la Halle de la Gombe, plateau qui était organisé par Radio France Internationale, où j'avais devant moi, disons, j'étais parmi les Congolais sélectionnés pour participer à ce débat-là sur le dialogue. Devant nous, il y avait l'abbé Chollet, M. Mouyaya, ministre de l'Information et de la Communication, et puis Fayoulou. Et j'étais le premier intervenant pour leur demander qu'est-ce que le dialogue qu'ils demandent, qu'ils recommandent, donnera de plus que le dialogue qu'on a eu dans le passé. À savoir, il y a eu des doublons, des triplons, des quadruplons, des quintuplons, voire même au-delà. Il y a eu plusieurs dialogues. Ça donnait quoi comme résultat? On va encore repartir vers le dialogue. Ce qui s'est passé à Washington avant les accords, ce n'était pas le dialogue. Ce qui s'est passé à Doha, en Suisse aujourd'hui, ce n'est pas le dialogue. On va encore rajouter les dialogues. Ils n'ont pas été convaincants, ni les uns, ni les autres. Mouyaya était au centre, mais les deux extrémistes, du moins, les deux extrêmes, ce n'est pas moi de les qualifier, les deux extrêmes, Chollet et Fayoulou, n'ont pas pu répondre à ce questionnement. Très bien. Parlons maintenant de la problématique de la réforme constitutionnelle, révision, changement de constitution. Qu'est-ce qui est idéal aujourd'hui? Réviser ou changer complètement? Mais l'idéal aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, que les Congolais que nous sommes, nous nous posions une bonne question. Où est-ce que nous voulons aller? Quel est le projet du Congo dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir? Voire même 25 ans. C'est par rapport à cette projection, qu'on peut se dire comment organiser notre État pour pouvoir arriver à cet idéal, à ce projet des sociétés dans les 10, 15, 20 ans à venir. C'est ça qui peut nous permettre de savoir comment on organise l'État. Puisque la Constitution, c'est pas dire les élections tous les 5 ans et autres. C'est pas ça le point le plus important. Le plus important, c'est pas le nombre d'années passées au pouvoir ou à quel rythme organiser les élections. L'essentiel, c'est organiser notre gouvernance. Comment on organise notre gouvernance, avec quels acteurs et quels moyens, sur le plan humain, sur le plan matériel et financier. Quand on discutera de tout ça, c'est ça qui peut nous donner l'angle ou les angles sur lesquels on peut nous mettre en place une constitution. Il faut sortir du juridisme qui est en train de faire peur à certains ou de rassurer d'autres. Aujourd'hui, la Constitution elle-même est soumise au peuple congolais, aux populations congolaises. La Constitution n'est pas supérieure au Congo, aux Congolais et à l'État congolais. La Constitution est ce que le peuple a choisi pour pouvoir se gérer. Donc le peuple, à tout moment, peut remettre en cause une Constitution, ou partiellement, ou totalement. On peut demander aux représentants du peuple, entre guillemets, je mets les guillemets puisqu'ils ne sont pas toujours représentants du peuple,
on peut leur demander de pouvoir donner une direction pour une nouvelle constitution. Le peuple lui-même peut inciter à ce qu'on puisse organiser un référendum pour pouvoir modifier ou changer la constitution. Quand je vois des juristes qui ne sont pas tous constitutionnalistes, et même s'il y avait des constitutionnalistes, ils ne peuvent pas dire que l'article 200 est verrouillé. Il est verrouillé et protégé par quel autre article? 220. 220. Ah, 220, ouais. Verrouillé et protégé. L'article 220 n'est pas verrouillé pour autant. On n'est pas verrouillé. Non, écoutez. L'article 220 fixe les matières qui sont verrouillées. Mais est-ce que l'article lui-même est verrouillé? L'article énonce les matières verrouillées. Mais il ne peut pas avoir plus de pouvoir que le peuple congolais. La population congolaise, quand ils sont 100 000, peuvent remettre en cause tout ça. Qu'un juriste. En vertu de quoi? En vertu de sa souveraineté. Le peuple est souverain. Mais la souveraineté est définie dans cette constitution. Non. L'article 5, comment s'applique cette souveraineté? Sortez du raisonnement des juristes. Les juristes, c'est limité à ce temps-là. Mais justement. Mais avant d'en arriver à ça, qui a approuvé que ça existe? C'est pas le peuple. Si le peuple avait dit non à cette constitution, est-ce qu'elle aurait existé? Mais le peuple a voté par référendum. Le peuple, de la même manière qu'ils ont voté par référendum, de la même manière qu'ils peuvent voter par référendum autre chose. Les matières qui sont inscrites au référendum, le changement de la Constitution ne figure pas parmi les matières qui peuvent être inscrites au référendum. Ça, c'est la Constitution. Donc là, vous avez bien dit. Mais comme c'est la Constitution, cette Constitution, avant qu'elle existe, il a fallu l'avis du peuple. Il a fallu le vote du peuple pour dire oui à cette Constitution. Comme aujourd'hui, la population, la même population peut dire « Moi, je ne suis plus d'accord avec cette Constitution. On arrête. Je veux un changement ou je veux des modifications. » Voilà. Donc, le peuple décide quand, comment et ainsi de suite. Alors, ceux qui disent que c'est un alibi, ils disent que c'est un alibi, changer la Constitution, c'est un alibi juste pour pérenniser M. Tshisekedi au pouvoir. Je soutiens en partie dans le sens où, pour moi, il y a une dualité. Il y a des gens qui pensent que les changements qu'on recherche, c'est pour pérenniser le pouvoir actuel, pérenniser le pouvoir de Tshisekedi. Il y en a qui le disent. Là, il y a un point d'interrogation, on ne sait pas. Je ne sais pas lire dans une boule de cristal pour savoir si ce sera ça demain. Mais il y en a... C'est de facto, si on touche à la Constitution, on change la Constitution, il y a tabula rasa, il peut se représenter, c'est un fait, on ne peut pas nier. Non, ben oui, c'est une conséquence, ça peut devenir la conséquence, alors que de manière primaire, le changement de cette Constitution peut être là pour pouvoir revoir, réactualiser et voir tracer une autre ligne d'horizon pour la gouvernance de ce pays. Puisque le pays ici a besoin de réformes. Quand on regarde la multiplication des institutions et quand on essaie de faire le bilan de ces institutions, c'est que ça apporte à l'État, à la population, on ne voit pas. Je citerai au passage le Conseil économique et social. Combien de téléspectateurs qui nous voient connaissent le rôle de Conseil économique et social? Combien de téléspectateurs peuvent nous dire quelle est la place du Sénat dans la gestion du pays? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus que l'Assemblée nationale? Monsieur Bahati disait que, avant de se rétracter, il disait que le Congo n'a pas un problème de texte, mais le Congo a un problème d'hommes. Les deux. Dans quelle proportion? Dans quelle proportion? Oui. Moi, je dis 50-50. Moi, 50-50. Disons, je peux dire au niveau des textes, il y a quelques bons textes qui ne sont pas appliqués. Il y a des lois, des règles au niveau de la justice qui existent, qui sont des règles bien établies, mais qui ne sont pas respectées par le fait d'interprétation des textes, par le fait de l'individu. Donc c'est 50-50. Donc Bahati n'avait pas tort. Aujourd'hui, mais il avait tort dans le sens où aujourd'hui, d'ailleurs le premier à faire le frais c'est lui. Quand tu regardes le nombre de gens de sa famille qu'il a mis dans les institutions, il n'y a pas d'autres Congolais pour gouverner ce pays.
en dehors des membres de sa famille, il était mal placé pour dire donner ce genre de réflexions. Il n'avait qu'à se l'appliquer lui-même, puisque celui qui a mis plus de membres de famille dans les institutions, plus que lui, je ne connais pas. Ah bon? Mais au moins, il est parmi les gens qui ont exagéré. Comment faire en sorte, tu es dirigeant de ce pays, faire en sorte qu'un membre de ta famille soit dans 5 ou 7 structures et toucher la paye pendant qu'il y a des chômeurs, pendant que les fonctionnaires sont mal payés. Moi, je dis, il est mal placé pour dire ce genre de choses. On doit changer des constitutions puisque les assemblées provinciales nous coûtent pour rien. Les gouvernements provinciaux nous coûtent pour rien. On ne voit pas ce qu'ils font d'ailleurs. Pour rien. Rien, ils ne font rien en dehors de quelques 2 ou 3 exemples, Fufu Masuka et autres, où les choses sont bien organisées, où cette région, cette province se développe, avance. Il y en a combien en dehors de Fufu Masuka? C'est du Haut-Katanga un peu. Regardez Kinshasa, on est en train de marcher dans le Cambouis, mais Kinshasa, dans la Gadou, Kinshasa, Bou, Ezobunga. Exact. Donc c'est le futur. On lui a posé. C'est un processus. On lui a posé plusieurs fois des questions. Il revient sur tout ça. Il a dit comment? C'est une dynamique. Mais les dynamiques, on ne voit pas l'horizon. C'est quelle dynamique? Il n'y a rien. On ne voit rien à l'horizon. Ah bon? La saleté, on marche dans le Cambouis, j'ai dit, dans la Gadou, autrement dit dans la boue chaque jour. Même devant chez vous ici. Ce n'est pas encore la boue. Regardez de l'eau qui... Il suffit seulement qu'il y ait du sable, ce sera la boue. Il y a la Gadou partout. Il y a des détritus partout à Kinshasa. Ça nécessite 1 an pour enlever tous ces détritus. Il y a un problème de gestion. C'est la mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance. Il y a des députés provinciaux. Combien de fois on a interpellé le gouverneur? On dit... Alors, le président de la République, la première ministre, tous les ministres, le siège des institutions de la République démocratique du Congo, c'est à Kinshasa. Tous ces ministres qui circulent, qui voient le président de la République lui-même, ne fût-ce que même pendant le conseil des gouverneurs, on ne sait pas interpeller les... Vous mettez de l'eau à mon moulin pour que ça puisse tourner. D'accord. C'est pour vous dire, une fois de plus, l'exemple que vous venez de donner, c'est qu'il y a une mauvaise gouvernance. Pourquoi il y a une mauvaise gouvernance? Les structures qu'on a choisies pour gérer la ville de Kinshasa comme le pays, c'est des structures qui sont dépassées, qui ne servent pas à grand-chose. Ça sert plutôt à nous bouffer l'argent public. Est-ce qu'on va dire que dans cette gouvernance, qu'est-ce qui ne marche pas? Ce sont les hommes eux-mêmes qui sont incompétents ou c'est le système? Ça dépend des moments, des situations, des secteurs. Il y a des secteurs où c'est l'incompétence. Comme quel secteur, par exemple? Comme quel secteur? Quand je prends, puisqu'au moment où on fait cette émission, il y a ce qu'on appelle la table ronde de l'aménagement des territoires. Quand un ministre chargé de l'aménagement du territoire de Nord-Ubangi dit, par exemple, il est estomaqué de voir que son chef de division à l'aménagement des territoires tourne les pouces, il ne sait pas quel est son rôle, qu'est-ce qu'il peut faire, où il peut commencer pour gérer l'aménagement du territoire de Nord-Ubangi. Ce n'est pas de l'incompétence. Quand les membres de la députation de la ville de Kinshasa, qui sont censés travailler pour le peuple quinois, n'interpellent pas tel ministre du gouvernement provincial ou le gouverneur lui-même, c'est une allégeance à ce chef-là. À la fois, c'est l'incompétence, on dirait qu'ils ne connaissent pas quel est leur rôle. Même s'ils ont des compétences, s'ils ne jouent pas leur rôle, c'est encore plus grave. Quelqu'un d'incompétent, on peut comprendre, mais quelqu'un de compétent qui ferme les yeux, ça pose un problème plus grave. Même. Alors, dernière question, pour finir, justement, fondamentalement, à quoi devons-nous toucher dans cette Constitution? À quoi nous? Fondamentalement, qu'est-ce qu'il faudra toucher dans cette Constitution? De manière fondamentale, qu'est-ce qui est le principal aspect qui devrait être touché? Si vous invitez quelqu'un et vous donne un principal aspect,
c'est qu'il n'a rien compris. Tous les aspects de la gestion de notre pays doivent être touchés. Comment gouverner ce pays demain dans le bon sens, au nom et pour le peuple. Il faut tout bouger dans le sens d'avoir à l'esprit géré pour le peuple, mais par le peuple, par ses vrais représentants, pas par les gens qu'on a peuple, cooptés. pour le peuple. Dans la mesure du possible, puisque ça n'existe nulle part. C'est-à-dire, il n'y a pas un aspect, il y a plusieurs aspects qui se complètent. Très bien. Qui s'enchevêtrent. Très bien. Quand il y a un aspect qui ne fonctionne pas, ça peut faire dérailler le reste. Merci beaucoup, M. Zandi Kassende, jurisconsulte, d'avoir été notre invité du jour. Oui. En tout cas, merci énormément. Oui. Et on va se retrouver certainement la semaine prochaine pour un autre numéro. Oui. Alors, merci à vous tous qui nous suivez. On s'arrête là pour ce soir. Portez-vous bien.